Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à une autre vidéo de programmation. Je rappelle là, que je m'appelle Benjamin Tardif, je suis le co-auteur du livre Initiation à la programmation en sciences, les bases du langage Python. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste refaire là, pour une dernière fois la procédure, aller se connecter sur Colab, puis c'est la dernière fois que je vais la faire. Là. Dans les prochaines vidéos, je ne la ferai pas à chaque fois. Donc, juste rappeler qu'on va dans un browser, on recherche Colab, comme ça. On va le lien là, Welcome to Colab, on arrive ici, il faut se connecter en utilisant une adresse Gmail, un compte Google, donc il faut rentrer bien sûr notre mot de passe. Ensuite de ça, on va arriver dans notre session là, Colab. Ok, c'est bon. Fait qu'on arrive ici dans notre session Colab, je vais juste ouvrir un nouveau fichier Notebook. Okay. Je pourrais le renommer, mais je vais juste laisser comme ça. Je vais juste masquer ça pour avoir le maximum d'espace. On peut juste vérifier que ça fonctionne bien. On peut faire un petit bonjour le monde rapidement. On exécute ça le temps que ça se connecte. Donc ça va. On peut fermer ça. Voilà, donc là on est prêt à commencer. Ok, le problème que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le deuxième problème là, de Advent of Code. Donc c'est un peu la suite directe là, de ce que j'avais fait la dernière fois. On va juste aller se reconnecter. On peut aller là, sur adventofcode.com. Oups, Advent of Code. Ok. Pour pouvoir valider nos réponses, on va devoir se connecter. Donc, je vais me connecter avec mon compte Google. Je viens de me connecter, donc, et voilà, ça m'a reconnu. Je suis connecté. On est prêt à commencer. On va aller dans l'année 2015. On va faire le problème numéro 2. J'ai lu le problème tantôt avant de partir la vidéo. Donc, dans le fond, c'est, encore une fois, un petit contexte un peu humoristique. Là. Ce sont des elfes qui veulent emballer plusieurs cadeaux de Noël. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les cadeaux de Noël, c'est des prismes rectangulaires. Et ils ont, on connaît leurs trois dimensions. Okay? On peut dire la largeur, la hauteur et la profondeur. Toutes les dimensions sont en pieds. Okay? Bon, c'est en anglais, on peut s'imaginer que c'est des mètres, c'est pas vraiment grave, c'est juste les unités. Fait que c'est les trois dimensions d'un prisme rectangulaire, en tout cas d'un prisme, ça peut être un cube des fois, mais c'est un prisme. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer, ça va prendre combien de papier, ça va prendre quelle surface de papier pour emballer tous les cadeaux. Ici, on a juste quelques exemples, comme toujours, pour être sûr qu'on a bien compris la question. Mais ce qui est dit, c'est que, évidemment, pour emballer un cadeau qui a la forme d'un prisme, ben, dans le fond, l'air de la surface de papier qu'on va avoir besoin, c'est l'air de les six faces. Hein, c'est la somme des six faces. Et dans le fond, comme il y a toujours deux côtés du prisme qui sont égaux, là, 2 à 2. La formule, ils ont été gentils, nous la donnent. Ils n'auraient pas été obligés, on aurait pu la déduire nous-mêmes, mais ils nous disent là, fait que ça va être donc 2 fois la largeur, ben, mettons la longueur fois la largeur, okay? Plus 2 fois la largeur fois la hauteur, plus 2 fois la hauteur fois la profondeur. C'est vraiment là, la somme des six surfaces, des six faces de notre prisme. Okay. Donc, dans le fond, il nous donne un exemple. Okay. Fait que si, par exemple, on avait un cadeau qui mesurait là, 2 par 3 par 4, ben, l'aire de ça, l'aire des six faces, ben, on aurait 2 fois l'aire de la première face. La première face qui mesure, mettons, 2 par 3, donc 2 fois 6. Après ça, on additionne 2 fois l'aire de la deuxième face. La deuxième face, on peut dire qu'elle mesure 3 par 4, donc 12. Et finalement, on additionne 2 fois la troisième face. La troisième face qui mesure, elle, 2 par 4, donc qui mesure 2 fois 4, qui mesure 8. Si on additionne tout ça, ça fait 52 pour un cadeau qui aurait ces dimensions-là. Mais c'est pas tout. Dans la question, il dit que les elfes ont aussi besoin d'un petit peu de papier supplémentaire là, pour faire peut-être des coupes ou quelque chose comme ça. Puis ils disent que l'air supplémentaire qu'ils ont besoin, c'est toujours l'air de la plus petite face. Okay. Donc dans ce cas-ci, si le colis mesure 2 par 3 par 4, l'air de la plus petite face, c'est une face qui mesure 2 par 3, donc c'est 6. Donc dans ce cas-ci, vous voyez là, l'air des 6 faces, c'est 52. Puis on additionne une fois l'aire de la plus petite face qui est 6. Donc 52 plus 6, ça fait 58. Donc au total, pour emballer ce
cadeau-là, qui aurait ces dimensions-là, ça prend 58 pieds carrés d'emballage. Okay. Ici, il nous donne un autre exemple qu'on pourrait regarder, là, mais c'est toujours la même chose. Ici, vous voyez l'aire de papier supplémentaire qu'on a eu besoin, c'est l'aire de la plus petite face qui mesure 1 par 1. Okay. En gros, c'est ça qu'on va faire. On va avoir une liste de plusieurs, je sais pas, centaines, milliers de cadeaux. Là. Vous voyez, c'est vraiment très gros. C'est toujours des chiffres là, qui sont... C'est toujours des chaînes de caractères qui est dans le fond un premier chiffre, le caractère X, un deuxième chiffre, caractère X, un troisième chiffre. Okay. Vous remarquez que, je vais peut-être zoomer un petit peu. Vous remarquez que les chiffres ne sont pas nécessairement toujours dans l'ordre. Hein. Dans l'exemple, c'était dans l'ordre 2 par 3 par 4, 1 par 1 par 10, mais on voit ici que c'est pas nécessairement dans l'ordre. Vous voyez 28 par 17 par 21. Fait que sûr qu'on va devoir probablement là, mettre les chiffres dans l'ordre avant de faire des calculs là, pour être sûr d'avoir correctement, entre autres, l'aire de la plus petite face. Donc, comment on va s'y prendre pour gérer ça? Ben, dans le problème qu'on avait fait hier, je ne sais pas si vous en rappelez dans les dernières vidéos, le problème numéro 1, ce qui arrivait, c'est que le input, on était un peu chanceux, on va dire, le input, ça avait de l'air gros comme ça, mais quand on copiait-collait, on se rendait compte que finalement, c'était juste une seule ligne. C'était juste une seule très longue ligne. Et de la façon que je l'avais faite, c'est que j'avais juste là, copié comme ça. Puis quand j'étais arrivé dans mon code, j'avais juste collé, puis ça se collait en une seule longue ligne. Donc, ici, on ne pourra pas vraiment faire ça. Parce que notre input qu'on a, c'est pas une seule longue ligne, c'est vraiment plusieurs petites lignes. Donc même si je mets mon curseur ici, je fais par exemple CTRL-A pour tout sélectionner. Si j'arrive ici et je fais CTRL-V, vous voyez, c'est pas une seule longue ligne, c'est vraiment plusieurs lignes de texte, là, une en dessous de l'autre. Et il y a, je sais pas, on regardera tantôt, là, il y a plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de lignes. Donc, ça serait beaucoup trop long, là, je pourrais pas écrire là, input égale à, mettons, cette chaîne de caractères. Là. Je préfère peut-être, mettons, une liste, là, une liste qui contient cette chaîne de caractères-là, virgule, deuxième élément, c'est cette deuxième chaîne de caractères-là, virgule, troisième élément, troisième chaîne de caractères. Donc, que je fasse ça jusqu'à la fin. C'est sûr que des raccourcis, là, je pourrais prendre des curseurs multiples et dire, ben, mettons, ces éléments-là, ils valent comme ça. Okay? Mais même à ça, ce serait extrêmement long parce que, regardez, je me mets ici et j'essaie juste de mettre des curseurs multiples. J'ai pas fini de regarder mon petit curseur ici, là, ma ligne de défilement. Ça me prendrait, je sais pas, là, genre 2 minutes juste pour me rendre en bas. Donc, je pourrais le faire, mais c'est pas ça que je vais faire. Il y a une manière beaucoup plus simple de le faire. Puis c'est correct que ça se présente maintenant parce que c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de faire là, pour pas mal tous les autres problèmes. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est que on va carrément sauvegarder ça. Ça, c'est un fichier texte. Okay? Donc là, j'ai cliqué dessus pour l'afficher. Mais ce qu'on peut faire quand on est dans Advent of Code, je vais juste retourner. Okay. Fait qu'ici, là, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué pour obtenir le input. Au lieu de cliquer comme ça pour voir à quoi ça ressemble, on peut simplement faire bouton de droit et dire enregistrer le lien sous. Donc, ça va enregistrer un fichier texte qui s'appelle input.txt. On pourrait le renommer. Je vais juste le laisser comme ça, là, input, puis je vais le sauvegarder dans mes téléchargements. Okay. Donc si je vais, vous verrez pas, si je vais dans mes téléchargements, ben, le fichier input il est là, c'est probablement un petit peu petit, là, mais il est ici. Okay. Si je double-clique dessus, ça me l'ouvre, et c'est le fichier là, qui contient bon, plusieurs séquences de 3 chiffres là, séparées par le caractère X. Donc comment on va faire pour importer notre fichier dans notre Google Colab? Ben ça, c'est expliqué en fait dans notre livre. Là. Dans notre livre, il y a une section là, qui s'appelle la section 9.4 qui s'appelle justement l'importation de données à partir d'un fichier. Fait qu'on explique très bien là, comment faire ça. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire quand même assez souvent là, quand on travaille en programmation. Donc, ce qu'on peut faire, ben, quand on travaille dans Google Colab, la façon la plus simple pour importer un fichier, c'est que vous voyez dans la barre de les icônes ici là, à gauche, il y a un petit symbole de dossier. On peut cliquer là-dessus. Ça l'ouvre un onglet et il s'agit simplement de faire drag and drop, d'aller chercher le fichier qu'on souhaite
inclure dans notre session et on va juste le glisser là, pour l'amener ici. Donc si je vais juste ouvrir là, dans mes dossiers sur mon ordinateur, dans mes téléchargements, okay, le fichier input qui était là tout à l'heure, je peux simplement le prendre et le glisser, l'amener dans cette section-là et quand je le dépose, un petit avertissement pour dire de toujours se garder des copies, mais vous voyez le fichier input est apparu ici. Okay, je peux double-cliquer dessus. Quand je double-clique dessus, le fichier il va s'ouvrir ici et on va voir un peu à quoi il ressemble. Donc c'est, comme on sait là, une suite de plusieurs séquences comme ça. On peut regarder, il contient combien de lignes? Il contient en fait 1000 lignes. Okay, la 1001e ligne, elle est vide. Donc on a ça comme ça. On peut le refermer si on veut. Puis ça, après ça, on va pouvoir le masquer. Okay. On peut faire ça, c'est une des façons. L'autre façon, ça revient pas mal au même, juste vous le montrer là, une fois. Je vais juste le supprimer pour l'instant. Au lieu de faire drag and drop, comme je viens de faire, il y a une icône ici, en haut à gauche, qui s'appelle Importer dans l'espace de stockage de la session. Fait qu'on peut juste cliquer là-dessus et ça va nous ouvrir une fenêtre comme ça de sélection. Puis là, on peut juste aller sélectionner le fichier. Mettons le fichier input qui est dans mes téléchargements. Je fais ouvrir et il va se mettre là. C'est peut-être plus rapide. C'est peut-être, en tout cas, les deux servent exactement au même. Encore une fois, si je clique dessus, on va voir à quoi ressemble notre fichier. Parfait. Donc maintenant que le fichier input.txt est inclus là, dans notre session, on va pouvoir aller l'importer. Comment on fait pour l'importer? Bien, encore une fois, on explique là, comment le faire à la section 9.4 de notre livre. Là. Il y a les commandes là, qui sont données ici pour faire ça. On utilise la commande with, qui signifie avec. Okay? Fait qu'on va utiliser une commande qui s'appelle open. Fait que donc, on va ouvrir un fichier. Là, il faut écrire le nom du fichier. Donc, nous, notre fichier, là, il s'appelle input.txt. Il faut écrire le nom complet du fichier, incluant l'extension. Donc, input.txt. Ça, c'est le nom du fichier. Le deuxième argument qu'il faut fournir à la fonction input, c'est soit le caractère R comme ça, ou le caractère W. Le caractère R qu'on va utiliser maintenant, ça veut dire read en anglais. Ça veut dire qu'on veut lire le fichier. Mais on peut aussi éventuellement écrire des fichiers. Il faut utiliser la lettre W qui signifie write en anglais. Mais nous, on ne veut pas écrire un fichier, on veut lire un fichier. Fait qu'on veut faire read, donc on écrit comme ça. Et ensuite de ça, il faut donner un alias à ça. Donc souvent, on va l'appeler fichier. Okay. Donc ça veut dire on ouvre le fichier input.txt, on est en mode lecture, en mode read, et le fichier, pour le désigner, là, quand on va écrire des commandes par la suite, on va l'appeler fichier. Il y a des gens qui l'appellent seulement F pour file en anglais. Nous, dans notre livre, on a tendance à l'appeler fichier. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, par exemple, se faire une variable qui s'appelle input. D'habitude, c'est ça qu'on fait quand j'importe les variables. Fait que input, on peut dire que ça va être une liste. Pour l'instant, la liste, elle est vide. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pour toutes les lignes qui se trouvent dans le contenu de notre fichier. Fait qu'on va écrire ça comme ça, for ligne in fichier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dire que notre liste input, ben, on va lui ajouter. On va faire input.append ligne. Okay. Donc ça, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment... je vais même grossir un petit peu. Donc ça, vraiment, ce que ça fait, c'est ça. C'est qu'on va juste... On a ouvert notre fichier, on a ouvert le fichier input.txt, on a stocké ça dans une variable qui s'appelle fichier, et là, on se définit une variable input, puis pour toutes les lignes contenues dans notre fichier, on va juste ajouter ça dans notre variable input. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, on pourrait le faire, par exemple, print input, voir ça ressemble à quoi. Donc, si on fait print input, vous allez voir que, dans le fond, c'est une longue liste qui contient plusieurs petites chaînes de caractères. Si on fait juste imprimer la longueur de la liste input, comme on avait regardé tout à l'heure, là, il y a 1000 lignes. On s'en était rendu compte tout à l'heure qu'on avait regardé notre fichier. Sauf que déjà, on voit quelque chose d'un peu étrange quand on fait print comme ça. C'est qu'on voit que dans le fond, c'est une liste qui contient plusieurs éléments, qui contient 1000 éléments en fait. Mais remarquez que chaque élément, c'est pas simplement 3 nombres séparés par le caractère X. Il y a tout le temps comme un dernier caractère qui s'appelle /n, en fait, \n. Okay. Ça aussi, c'est expliqué dans notre livre, c'est quoi ce caractère-là. On le rencontre souvent là, quand on va importer des fichiers texte. C'est un peu petit, là, mais c'est à la section 9.4 à la page 163. Et ce caractère-là, /n, en fait, \n,
c'est, ça vient d'anglais, ça veut dire new line. Ça veut dire que quand on écrit un fichier texte, quand on écrit des lignes dans un fichier texte, à la fin, quand on appuie sur Enter, ben, ça va aller sur une nouvelle ligne. Donc, c'est juste un caractère, c'est un string, okay? C'est un caractère qui signifie new line, une nouvelle ligne. Donc, nous, évidemment, on n'a pas besoin de ça. Donc, on peut simplement l'enlever. Comment on va faire ça? Ben, on va utiliser une fonction qui s'appelle replace. Donc, quand on va importer nos trucs ici, là, on va dire que ici on a dit là, on parcourt toutes les lignes dans le fichier. Donc là, avant d'ajouter le contenu de ligne dans notre liste input, ce qu'on peut faire, hein, c'est qu'on peut dire que ligne, on va dire que c'est maintenant égal à ligne.replace. La méthode replace, qu'est-ce qu'on doit fournir? On doit fournir deux arguments. Le premier argument, c'est la chaîne de caractères qu'on veut remplacer. Donc nous, on veut remplacer tous les /n par quoi? Ben, on pourrait le remplacer par autre chose. Mettons qu'on le remplace par, je sais pas, là, par allo, mettons. Qu'est-ce que ça va faire? Ben là, c'est que dans le contenu d'un fichier, vous voyez, là, toutes les caractères \n ont été remplacés par allo, c'est ça qu'on a demandé ici. Nous, c'est pas ça qu'on veut juste les remplacer par rien du tout. On veut juste les supprimer, en fait. Donc, on dit qu'on va remplacer tous les \n par une chaîne de caractères qui est vide. Donc, à toute fin pratique, on va les enlever, on va les effacer, on va les supprimer. Donc, vous voyez, là, c'est déjà un peu mieux. On se retrouve avec, donc, maintenant, là, juste ce qu'on cherche, presque, là, juste des chaînes de caractères qui sont toujours trois nombres séparés par des caractères X. Okay. Nous, ce qu'on aimerait, c'est évidemment, on veut être capable de faire des calculs mathématiques, on veut être capable de multiplier des nombres ensemble. Les X, pour nous, c'est inutile. On veut les enlever. Okay. Puis, on ne veut pas juste enlever les X, parce que si on écrivait, par exemple, juste ligne égale ligne.replace, si on remplaçait les X par rien du tout, là, ça ne marcherait pas, parce qu'on aurait juste des chiffres comme ça, là, on ne saurait même plus quel chiffre était là à l'origine, comment ça s'est recombiné ces choses-là. C'était-tu 29, 13, 26 ou est-ce que c'était 2, 913, 26, on ne sait pas. Okay? Il ne faut pas vraiment enlever les X. Ce qu'on veut faire, c'est que on veut dire, dans le fond, on va prendre notre chaîne de caractères et on veut la séparer en trois nombres, hein, 29, 13 et 26. Et le caractère qui va séparer les choses, ça va être le X. Donc ça aussi, une fonction qui est bien expliqué dans notre livre, là, qui s'appelle, c'est la fonction split. Okay? Fait qu'on va dire que la chaîne de caractères ligne, on va y appliquer la méthode split et on va spécifier c'est quoi le caractère ou la chaîne de caractères qui va servir de séparateur. Donc nous, dans ce cas-ci, ça serait le X. Okay? Fait que si on dit ça, ligne égale ligne.splitx, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va prendre, par exemple, cette chaîne de caractères-là, et ça va créer une liste qui va contenir trois éléments, 29, 13 et 26. Ça va juste séparer ça en autant de fois que nécessaire. À chaque fois que ça rencontre le caractère X, ça va séparer en plusieurs éléments. Fait que si j'exécute ça, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. C'est que maintenant, là, 29x, 13x, 26, c'est devenu une liste qui contient trois éléments, 29, 13 et 26. Quand on l'imprime comme ça, on voit qu'il y a des petits guillemets simples de chaque côté. Ça, c'est un indice visuel qui nous dit que 29, 13 et 26, c'est pas vraiment encore des nombres techniquement, c'est vraiment une chaîne de caractères. Parce que la fonction split, c'est ça que ça fait, ça prend une chaîne de caractères et ça la divise en une liste qui contient plusieurs petites chaînes de caractères. Donc, avant d'être capable de faire des opérations mathématiques convenablement, il faut remplacer chacune de ces chaînes de caractères-là par un nombre, okay, par un nombre entier, par exemple. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que on pourrait dire, à ce moment-ci, ligne, c'est égal à une liste qui contient trois valeurs. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire, par exemple, on pourrait dire, par exemple, on pourrait faire une book for. On pourrait dire for i in range 3. Ok, on sait que ça va être trois éléments. On aurait pu écrire len, ligne comme ça, là. Mais on sait que c'est juste trois éléments. Fait qu'on peut dire for i in range 3. On peut dire que, par exemple, ligne i
donc le IM élément, l'élément indice I, on veut juste le remplacer par l'entier ligne I. Okay. En fait, on veut juste prendre chacun des éléments, pour tous les indices. On va parcourir tous les indices. Chaque élément, on le remplace par, on le convertit en fait en nombre entier. La fonction in, c'est ça que ça fait. Ça prend une chaîne de caractères et ça le convertit en nombre entier. Et une fois qu'on aura fait ça, là, on va pouvoir ajouter cette liste-là qui a été toute convertie en entier dans notre variable input. Donc, si on fait ça, là, vous voyez, ça fonctionne. Parce que là, les petits guillemets ont disparu. Là, ça nous indique que ça ici, c'est vraiment une liste qui contient 3 valeurs numériques, 3 nombres entiers, 29, 13 et 26. Donc là, on va être capable de faire des additions, des multiplications, des opérations mathématiques là-dessus. Okay. Ça va bien, on avance. Mais ce qu'on avait dit tantôt, c'est que les nombres ne sont pas nécessairement ordonnés. Nous, ce qu'on veut, c'est les ordonner en ordre croissant. Entre autres, pour être capable d'aller chercher là, la surface de la plus petite des faces. Donc, une dernière chose qui nous manque à faire là, avant d'ajouter à notre input ici, on va juste ordonner en ordre croissant cette liste-là. Dès qu'on a une liste de valeurs numériques, il y a une fonction en Python qui est bien expliquée dans notre livre aussi, là, qui s'appelle sort. Donc, on va dire que notre liste qui s'appelle ligne, là, qui est ça ici, on va simplement l'ordonner en ordre croissant. Donc, la méthode s'appelle .sort. Donc, si on effectue ça, ben, ça va s'ordonner. Ça va donner 13, 26 et 29. Donc, si on exécute ça, vous voyez, ça fonctionne. Donc là, toutes nos listes sont toutes ordonnées en ordre croissant. Okay. Donc là, on l'a vraiment presque. Okay. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on doit juste calculer pour tous ces cadeaux-là, les 1000 cadeaux qu'on avait. On veut calculer c'est quoi, dans le fond, la surface, la somme là, de la surface des 6 faces, plus une fois la face qui est la plus petite. La formule, il nous l'a donnée ici tout à l'heure. Okay. Les 3 dimensions, eux, c'est en anglais, fait que c'était le length, le width, puis le height. On pourrait les appeler longueur, largeur, hauteur. En fait, les noms ne sont pas vraiment importants. On pourrait seulement les appeler A, B, C. Ou on pourrait même juste utiliser directement là, ligne 0, ligne 1 et ligne 2. Okay. En fait, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais dire, dans le fond, je vais écrire, mettons, surface totale, ou juste surface. Tiens, surface égale à 0. Okay. Donc là, il faut faire une boucle qui va parcourir tous les éléments de notre liste input. Fait qu'on pourrait dire là, for, je sais pas quoi, for, on peut faire une boucle, on peut faire avec la variable i. Ou on pourrait juste dire là, for, mettons, list in input. Okay. Fait qu'on va juste parcourir là, chaque liste dans notre input. Okay. Et là, ce qu'on va dire, c'est que ben, on peut se définir, là, par exemple, on va appeler 3 variables A, B, C. Okay. On va juste dire que A, ça va être égal à le premier élément de notre liste. Donc, on pourrait dire, par exemple, liste 0. On pourrait se définir un élément B qui va être égal à liste 1. Puis, on pourrait se définir un élément C qui va être égal à liste 2, tout simplement. Okay. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que là, ça va être plus facile de calculer notre surface. Okay. Parce qu'on va pouvoir dire que la surface, on veut y ajouter. Donc, on pourrait écrire ça, la surface égale surface plus quelque chose. Okay. Mais comme j'avais expliqué dans la vidéo hier, moi, je préfère des fois utiliser l'opérateur d'incrémentation plus égal. Donc, on va juste additionner quelque chose à surface. Donc, surface va se faire augmenter d'une certaine valeur, va se faire incrémenter d'une certaine valeur. Okay. Donc là, ici, on a 2 choses à calculer. Il faut calculer la surface des 6 faces, plus une fois la surface de la face qui est la plus petite. Donc, la somme des 6 surfaces, ben, on pourrait utiliser, en fait, la formule qu'ils nous ont donnée là. Okay. Au lieu d'écrire L, W, H, on peut juste écrire A, B et C. Okay. Donc, ce serait 2 fois A fois B, plus 2 fois B fois C, plus 2 fois A fois C. Okay. Ça, ce serait seulement la surface là, des 6 faces additionnées ensemble. Et il faut ajouter à ça la surface de la face qui est la plus petite.
OK? Nous, comme on a tout ordonné nos trucs en ordre croissant, on sait que la plus petite surface, c'est le produit des deux premiers chiffres. Les chiffres, je les ai définis comme étant A, B et C. Donc, la plus petite face, c'est A fois B. Okay? Fait que je pourrais écrire comme ça le plus A fois B. Okay? Ça, c'est la face supplémentaire. Ou j'aurais pu écrire aussi juste 3 fois A fois B. Mais je vais laisser comme ça divise. Ça permet de bien diviser. T'sais, ça, c'est la surface des 6 faces additionnées ensemble. Puis ça, c'est la surface supplémentaire. Okay? Donc, si on fait ça, ben, je pense qu'on l'a. Fait qu'on a bien, on a tout bien trié là, notre liste ici. Après ça, on définit surface égale à 0. On parcourt toutes nos listes de 3 valeurs. Puis pour chacune, on calcule, on additionne. Je pense que ça devrait fonctionner. Donc, si on exécute ce programme-là, il faut juste que j'imprime à la fin. Print surface. Juste réduire peut-être un petit peu. Ouais. Fait que ça, on exécute ça. Vous voyez, ça donne ça ici comme chiffre. Donc, grosse valeur, là, 1 586 300. Fait que je vais juste copier ça et on va aller vérifier si on a la bonne réponse. Donc on peut coller ici notre réponse. Donc 1 586 300, on peut soumettre, regardez si c'est la bonne réponse. Et là, ça nous dit que c'est la bonne réponse. On vient d'avoir une petite étoile supplémentaire. Donc si on va dans notre calendrier, on voit que en 2015, pour la question numéro 2, on a une étoile. Et à partir de maintenant, ça nous a débloqué la deuxième partie que je ferai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aussi. On se voit dans la prochaine vidéo. Une bonne journée.